Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Après l'enlèvement de 7 Français d'une même famille au nord du Cameroun, François Hollande appelle à la vigilance et insiste sur le danger terroriste dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram est pointé du doigt. Notre invitée, c'est la ministre des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, dans un instant. Le président français ne fait pas de lien entre cette prise d'otage et l'intervention au Mali qui se poursuit. Les accrochages sont particulièrement violents dans le nord. Un soldat français légionnaire du 2e régiment étranger de parachutistes a été tué. Il s'agit du 2e mort français depuis le début de l'intervention Serval, le 11 janvier dernier. En Tunisie, le Premier ministre islamiste Hamadi Djebali démissionne après l'échec de son projet de gouvernement de technocrates. La crise politique se prolonge et s'aggrave dans le pays ce soir. On en parle avec l'écrivain et journaliste Sami Gurbal. Et puis en France à présent, par temps de rigueur, le gouvernement cherche des économies partout et s'intéresse de près aux retraités. Les pensions pourraient ne plus suivre le niveau de l'inflation. Au moment où une grande majorité de Français s'inquiètent pour leur future retraite, le gouvernement accélère pour une prochaine réforme très sensible. C'est le grand débat du mardi soir avec de nombreux invités en notre compagnie. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ils auraient été capturés tôt ce matin par des hommes à moto dans un village proche de la frontière avec le Nigeria. Les 7 Français font partie d'une même famille. 4 enfants figurent parmi les otages. Ces expatriés vivent à Yaoundé, la capitale du Cameroun. GDF Suez confirme ce soir l'enlèvement d'un de ses collaborateurs et les otages auraient été transportés en territoire nigérian. Pas de confirmation ce soir. Les détails avec Joachim Robb. Un lieu paradisiaque, mais des vacances qui tournent au cauchemar. C'est ici, près du parc naturel de Ouaza, que les 7 Français ont été enlevés. 7 membres d'une même famille, le père, cadre de GDF Suez, sa femme, ses 4 enfants et son frère. Expatriés à Yaoundé, la capitale du Cameroun, ils prenaient quelques jours de vacances pour visiter les parcs naturels du Nord. Et c'est entre 2 parcs animaliers qu'ils ont été attaqués par des hommes armés et à moto. Aucune revendication pour le moment, mais les soupçons se portent sur des extrémistes islamistes. La zone où ils ont été pris est au nord du Cameroun, non loin à la fois du Nigeria et du Tchad. Et c'est ce qui nous permet de penser que c'est probablement cette secte Boko Haram. Boko Haram, des extrémistes qui tentent d'imposer la charia au Nigeria. Un groupe responsable d'attaques contre l'armée et les chrétiens et qui a déjà kidnappé plusieurs occidentaux. François Hollande écarte tout lien entre cet enlèvement et la guerre au Mali et appelle les Français à la prudence. Je dois dire d'ailleurs à tous nos ressortissants de prendre beaucoup de précautions, puisque l'on sait la menace qui existe. Les Français sont ciblés dans cette partie-là de l'Afrique depuis très longtemps. Nous avons des otages qui ont été enlevés bien avant l'intervention française au Mali. Avec ce nouvel enlèvement, 15 Français sont désormais retenus en otage, tous en Afrique. Et pour évoquer cette prise d'otage, nous sommes en ligne avec la ministre des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. C'est une situation très délicate avec des jeunes enfants pris en otage. Est-ce que des forces spéciales françaises sont ou seront sur place pour appuyer les forces locales? Écoutez, pour l'instant, ce sont les forces locales qui sont en action à la fois au Cameroun et au Nigeria. Vous savez que nos forces spéciales sont au Nord Mali, elles sont encore positionnées là-bas, mais bien sûr, nous suivons de très très près ce qui se passe. Surtout, il faut essayer de localiser au plus vite les ravisseurs et libérer au plus vite, si ce n'est que pour le sort des enfants. C'est à eux que l'on pense, bien sûr, en premier lieu. Les libérer le plus vite possible. Mais est-ce que cette zone était considérée comme dangereuse? Sur le site du ministère des Affaires étrangères, il était indiqué que le risque terroriste était faible. Nous avons en effet un code de couleur qui fait que dans les zones oranges, bien sûr, on peut encore se déplacer. On déconseille à nos ressortissants d'aller dans les zones rouges. La zone n'était pas rouge, mais tous ceux qui vivent dans l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui savent malheureusement que les Français sont un peu plus ciblés que les autres et que, eh bien, il faut faire preuve de vigilance. Et c'est vrai que nous déconseillons à
faire du tourisme dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, cette famille était sortie, comme cela a été rappelé, dans les informations que vous avez données en début de votre journal. Mais voilà, tout ça est très malheureux. En tout cas, nous déconseillons très fortement à nos ressortissants de se promener dans les parcs et dans les zones isolées en tout cas. Hélène Conway-Mouret, vous avez parlé de zone orange et de zone rouge pour la dangerosité d'un pays. Est-ce que ce soir, il y a d'autres pays pas forcément dangereux ou en tous les cas considérés comme tels par les chancelleries, le ministère des Affaires étrangères, où les Français peuvent être désormais menacés? Mais écoutez, je crois que les Français sont des cibles un peu partout. Il faut simplement qu'ils fassent preuve d'un petit peu de bon sens et de se dire que dans la période que nous traversons, eh bien, il vaut mieux faire preuve d'une grande vigilance et ne pas se prêter à des activités touristiques en tout cas. C'est ce que nous recommandons. Dernière question, est-ce que cette prise d'otage, ça peut être bien la conséquence ou ce sont des représailles pour vous suite à l'intervention française au Mali? Non, absolument pas. Vous savez, vous ne faites aucun lien? Non, on ne peut pas les faire. Les enlèvements avaient débuté et se passent malheureusement depuis bien longtemps avant l'intervention au Mali, et de lier les deux, je crois, ne sert à rien. La France, comme l'ensemble, je crois, de la communauté internationale, lutte contre le terrorisme. La France, bien sûr, était en première ligne, mais il faut absolument dissocier cet enlèvement. On ne connaît pas les ravisseurs, on ne connaît pas, en tout cas, il n'y a pas eu de revendication. On ne connaît pas leur motivation, il y a des suppositions sur leur origine. Donc attendons d'avoir un peu plus de précision, je crois, pour tirer quelques conclusions. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Hélène Conway-Mouret. Alors, interrogée sur le lien justement entre cette prise d'otage et l'intervention française au Mali, le président Hollande ne fait aucun rapprochement et insiste de manière générale sur le danger terroriste dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Pas de lien donc pour la France au moment où sur place au Mali, les accrochages sont plus violents dans le nord du pays. Plus d'une vingtaine de djihadistes armés ont été tués et un soldat français est mort. Le légionnaire Harold de Vormezil a été tué dans les montagnes du nord du Mali lors d'une grande opération dans le massif des Ifoga. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sujet ce soir. Autre actualité, avec à présent la fin d'un secret de Polichinelle. La réalité s'impose à la prévision de croissance du gouvernement. L'hypothèse de 0,8% n'est plus tenable. La France s'apprête donc à la revoir à la baisse. Et cette prévision a fait l'objet de déclarations contradictoires aujourd'hui entre Bercy et Laurent Fabius avant une déclaration depuis Athènes où il est en déplacement de François Hollande. On voit tout cela avec Faustine Saint-Geniès. 1,2%, puis 0,8% et désormais encore moins. Les prévisions de croissance pour 2013 sont de nouveau revues à la baisse. Et curieusement, c'est le ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'économie, qui le dit. Comme au niveau de l'Europe, les choses n'ont pas l'air d'aller de manière bien fameuse, on va être obligé de la revoir en baisse. Ça doit être fait dans les jours qui viennent. 0,2, 0,3 Oui, c'est autour de ce chiffre. Une annonce immédiatement tempérée par Bercy, mais pas démentie. Avec une croissance en baisse, impossible de résorber les déficits. Cela dit, du côté de Bruxelles, François Hollande peut espérer une certaine indulgence. La France pourrait bénéficier d'un délai pour corriger son déficit excessif. Répit également sur les marchés financiers, mais en contrepartie, la France doit rassurer. Si la France ne continue pas dans ses mesures de rigueur et de politique budgétaire réaliste, et qu'elle n'envoie pas des signaux forts, notamment sur les retraites, sur la dépense publique, il est certain qu'à un moment donné, elle perdra le crédit auprès des marchés. C'est donc surtout pour les contribuables français que les ennuis se profilent. Retraite, allocation familiale, assurance chômage. Désormais, il n'y a plus de petite économie. Dans l'actualité également, le gouvernement promet le retour de l'État dans les banlieues, mais à moyens constants, il veut se focaliser sur 1 millier de quartiers. Parmi les mesures nouvelles, une subvention de 100 000 € pour chaque embauche d'un jeune. Regardez ce reportage à Clichy-Montfermeil de Mathilde Bélanger et Nathalie Guilloire. À la mission locale de Clichy-Montfermeil, on reçoit des jeunes en recherche d'emploi qui viennent chercher conseil. Zacharia a 23 ans, il enchaîne les petits boulots et les périodes de chômage. Et il en est sûr, son lieu de résidence est un handicap. Moi, j'ai déposé mes CV extra. Mes CV de motivation, ils m'ont jamais répondu. Et vous pensez que c'est parce que vous venez de Clichy Ouais. Ça aussi, ça joue.
Le jeune public habitant les banlieues vit un peu ce sentiment d'exclusion au quotidien. C'est vrai qu'on a quelques cas, où voilà, il y a clairement discrimination par rapport au lieu de résidence, mais encore une fois, il y a aussi discrimination en tant que jeune. Clichy-Montfermeil est le plus gros chantier de rénovation urbaine en cours, mais malgré les incitations, rares sont les entreprises qui s'y installent. C'est pour renverser le problème que le gouvernement souhaite y expérimenter les emplois francs, une subvention de 5 000 € pour les entreprises embauchant en CDI un jeune issu de ces quartiers. Une mesure intéressante pour les responsables de l'emploi dans l'agglomération, à condition de cibler correctement les jeunes qui peuvent en bénéficier. Notre cible sont plutôt des jeunes très peu qualifiés ou des personnes de plus de 26 ans peu qualifiées. Donc ça ne veut pas dire que ces jeunes qualifiés, on parle de bac plus 4, bac plus 5 dans le cadre des emplois francs, n'existent pas. Néanmoins, je crois qu'il faudra peut-être les rechercher par d'autres biais. Je ne suis pas sûre non plus qu'ils soient inscrits majoritairement à Pôle emploi. La mesure sera testée dans une dizaine d'autres zones sensibles, dont Marseille, Grenoble et Amiens, avant une possible généralisation l'année prochaine. Partant de rigueur, le gouvernement cherche des économies partout et s'intéresse de près aux retraités. Les pensions pourraient ne plus suivre le niveau de l'inflation et au moment où une grande majorité de Français s'inquiètent pour leur future retraite, le gouvernement accélère pour une prochaine réforme qui s'annonce très sensible. L'enquête de Fabrice Cunet. La concertation sur le système des retraites est prévue pour le printemps, mais déjà la patronne des patrons fait monter la pression ce matin. Et le message est clair, le gouvernement doit dévoiler ses intentions pour le régime général, sans quoi il n'y aura pas d'accord sur les complémentaires. Et Laurence Parisot a son idée sur la voie à suivre, une idée fixe. Nous devons travailler, bien sûr, sur le paramètre de l'âge légal de départ à la retraite. Nous devons travailler sur le paramètre de la durée de cotisation. Nous pouvons travailler sur un mix de ces deux paramètres. Mais il faut le faire. Au siège de la CGT, le monsieur retraite, c'est lui, Éric Aubin, et de toutes les négociations. Et il a fait son calcul. Il s'avère que les chiffres qui nous ont été donnés par les services, qui ne sont pas contestés par personne, montrent que 60% des efforts ont été faits par les salariés et les retraités. Et 40% par les employeurs. C'est un manque à gagner de 84 milliards de la part des employeurs qu'ils auraient dû verser depuis 1993 dans les retraites complémentaires. Nous ne serions pas en déficit s'ils avaient versé leur dû. Donc il faut rééquilibrer la part des efforts effectivement. Alors qu'en pensent les premiers intéressés? Dans cette petite salle associative parisienne, ils ont tous plus de 50 ans, tous catalogués comme seniors sans emploi. Certains sont à la retraite. Mais tous voudraient continuer une activité, faire partager leur expérience. Le débat sur la retraite ici ferait presque sourire. Comme beaucoup de fois, on prend le problème à l'envers. On peut faire ce qu'on veut, on peut augmenter, on peut diminuer les retraites, on va créer des gens encore une fois un peu plus pauvres. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que la problématique, c'est comment faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui cotisent. Et non pas comment essayer de baisser les cotisations. Voilà, moi je cotise plus, effectivement. Bah oui, est-ce que c'est normal? Non. Mais je cotise plus parce que effectivement je suis au RSA et j'ai 59 ans. À 59 ans, j'estime que je peux encore travailler. Reste des chiffres tenaces. À l'horizon 2017, le besoin de financement des retraites atteindra plus de 18 milliards d'euros. Un casse-tête pour le gouvernement. Alors une majorité de Français s'inquiètent pour leur future retraite. Beaucoup ne comprennent plus un système devenu complexe et peu lisible. Un système aussi loin d'être pérenne et qui nécessite aujourd'hui une nouvelle réforme. Pour le moment, le flou persiste autour du projet du gouvernement. Alors quelles pistes sont à l'étude? La future réforme réglera-t-elle enfin le déficit de notre système de retraite et qui va devoir faire des efforts? Élément de réponse avec nos invités ce soir que je vous présente avec plaisir. Raphaël Hadès-Lebel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Avec nous également Christiane de Montez, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste du Rhône, vous avez été notamment rapporteur de la Commission des affaires sociales pour la branche vieillesse. Merci d'être avec nous. Gérard Larcher, bonsoir. Sénateur UMP des Yvelines, ancien président du Sénat, et vous avez été notamment ministre du Travail. Avec nous également Jean-Olivier Hérault, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur à l'Université Paris 1 et auteur de ce livre, Vivre et travailler plus longtemps, la retraite, à quel âge? Alors, d'abord, nous allons évoquer la situation délicate du régime des retraites avec le COR.
Raphaël Hadas-Lebel, vous avez tiré la sonnette d'alarme en décembre dernier, indiquant que le déficit du régime des retraites devrait dépasser 21 milliards d'euros en 2017. C'est sacrément sombre comme prévision. C'est une prévision qui n'est pas effectivement très favorable, mais il faut la confronter avec celle qui existait en 2010, lorsque nous avons fait notre dernier rapport, et qui redoutait un besoin de financement dans la même date de 40 milliards. C'est-à-dire qu'entre 2010 et aujourd'hui, on a fait une partie du chemin. De 20 milliards, je vous le signale, c'est 1% du PIB. 1% de notre produit intérieur brut. Donc en 2010, on était à 2 points de PIB. Aujourd'hui, on est à 1 point. C'est beaucoup. Il faudra trouver des solutions pour combler ce besoin de financement, mais à mon avis, c'est gérable. Voilà. Donc c'est une sonnette d'alarme que nous avons tirée, mais des solutions peuvent exister. On va en parler, mais Gérard Larcher, le constat sans appel, notre système actuel n'est pas pérenne. Il faut agir maintenant avant que le système ne soit financé par l'endettement. D'abord, resitons les choses. Oui. En fait, c'est François Mitterrand qui bouleverse l'âge de départ à la retraite. Et je me souviens du discours émouvant d'ailleurs de Pierre Mauroy, l'ancien Premier ministre, au moment de la réforme des retraites de 2010. Mais j'en parle avec respect, mais c'était en même temps surréaliste parce que le monde avait changé entre 81 et aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, on a eu 3 réformes. Balladur, 93, 2003, Fillon-Raffarin, et puis ensuite 2010. Et dans ces 3 retraites, on peut constater, et je le dis sans volonté de cliver, on avait eu des réflexions conduites souvent à gauche et des décisions souvent conduites par le centre et la droite. Et souvent, nous nous sommes combattus. Avec Madame de Montès, encore en 2010, j'étais président du Sénat et je suis de ceux qui aient proposé la réflexion sur la réforme systémique à ce moment-là. Mais au fond, nous savons bien qu'il y a devant nous des réalités à affronter qui ne peuvent pas se faire, j'allais dire, sur l'idée de ne pas indexer. On peut le faire pendant une période pour refroidir l'ensemble, mais en abaissant, j'allais dire, le pouvoir d'achat et la capacité des retraités. Mais la question de l'âge, la question de la durée de cotisation, elle est posée. C'est un nouveau modèle de relation au travail aussi qu'il nous faut refonder. Mais dites-nous, vous avez cité les 3 réformes des retraites, mais à quoi ça a servi cette réforme en 2010 qui a mis des millions de gens dans la rue? Le président du corps vient d'y répondre. On avait une perspective de 40 milliards, on a fait la moitié du chemin. Et aujourd'hui, si nous avions une croissance, j'allais dire au-delà d'1,5%, nous n'aurions sans doute pas les mêmes chiffres, parce que naturellement, nous sommes impactés par la situation économique et par l'absence de croissance. Et que cette réalité-là, elle s'impose qu'on soit à gauche, au centre ou à droite. Et que cette réalité-là, voilà pourquoi je pense qu'il faut imaginer un nouveau modèle de relation au travail, à la durée de cotisation et à l'âge de départ à la retraite, parce que l'âge de départ à la retraite, on en a fait une espèce de symbole intangible, alors que nous voyons qu'un certain nombre de pays, comme la Suède, ont déplacé l'âge de la retraite 65, 67 ans, ou même la Finlande, en augmentant un taux d'activité des seniors, parce qu'il y a un effet induit par l'annonce du date du départ. On va voir les pistes, mais d'abord, Christiane de Montès, apparemment, il y a urgence. Le gouvernement bouscule son agenda. Il y a urgence, mais le constat, c'est que la réforme de 2010 est un échec. Moi, je me souviens, Gérard Larcher le rappelait, on a beaucoup discuté au Sénat en 2010, mais le ministre de l'époque, il nous expliquait qu'avec cette réforme, on arrivait à l'équilibre en 2018. Enfin, reprenez les discours. Mais vous avez tellement résisté qu'ils n'ont pas pu aller plus loin, peut-être. Mais enfin, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. 41 ans et demi de cotisation, le recul de la borne d'âge à 62 ans. Le ministre de l'époque, il nous expliquait qu'en reculant la borne d'âge, automatiquement, les seniors travaillaient plus. On voit bien que c'est pas ça qui s'est passé. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a eu la crise. Certes, il y a eu la crise, mais c'était les travaux du corps montraient un certain nombre de choses, mais le ministre annonçait autre chose. Alors, il y avait un rendez-vous prévu en 2013. Ce rendez-vous en 2013, il a lieu. D'ailleurs, c'est une proposition de la majorité de l'époque. Absolument. Il y avait un rendez-vous. Et pardonnez-moi de le dire, sous mon impulsion. Il y avait un rendez-vous en 2013 qui a d'ailleurs été introduit à un moment donné du débat. Du Sénat. On ne va pas y revenir. Un amendement du Sénat. Ce rendez-vous, il était pour revoir, pour faire le point
réformer le système. Ce rendez-vous se transforme en nouvelle réforme. Alors Jean-Olivier, justement, est-ce que c'est le bon moment, j'allais dire politique, pour engager une telle réforme? Parce que nos voisins européens ont su s'entendre lorsque les réformes ont été menées par des sociaux-démocrates avec l'appui des conservateurs. Peut-être parce que maintenant c'est la gauche qui va mener la réforme avec l'appui de la droite, eh bien on va pouvoir aller plus loin. Je crois que vous avez raison. Je crois que ça va être au-delà d'un élément de vrai changement. Ce sera la première fois que la gauche le fait. C'est clair. De ce point de vue-là, je pense que Gérard Larcher a raison. Je pense que Lionel Jospin a raté une occasion assez historique à la fin des années 90. Michel Rocard le dit très clairement. C'est très clair. Donc, c'est vrai que dans les pays européens, il y a besoin d'un consensus pour faire bouger toute la société, les entreprises, les salariés, aller dans le sens de l'allongement des carrières. Et on a besoin, la plupart du temps, d'avoir un vrai consensus, un pacte national. Et c'est vrai que le Parti socialiste a été longtemps fait défaut. Et on peut espérer maintenant que face aux difficultés revenues aux affaires, eh bien, il soit à l'instigation d'une nouvelle réforme. Maintenant, c'est pas le bon moment, puisqu'on est en pleine crise. Ah, oui. On a vraiment de vraies difficultés d'emploi, donc c'est évident qu'on est dans une situation, je dirais, politiquement assez idéale pour arriver à ce consensus, mais je crois avec beaucoup de difficultés conjoncturelles, et c'est pour ça que le gouvernement va sûrement être tenté de faire une réformette qui serait de baisser les pensions via la désindexation par rapport à l'inflation, et non pas d'indiquer clairement un cap qui est l'allongement des carrières et l'augmentation de l'âge de retraite Avant effectif. de parler des pistes, juste encore une question, Raphaël Hadas-Lebal. Est-ce qu'il faut mettre fin à la peur de l'avenir? On le voit dans les sondages, les Français sont inquiets pour leur retraite. C'est une importante majorité. Je comprends très bien qu'ils soient inquiets, d'autant plus que nous sommes dans un système en répartition. Et pour expliquer à nos téléspectateurs, la répartition, ça veut dire que c'est les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraites des retraités d'aujourd'hui. Et donc tout le problème est de savoir si les générations à venir, dans un système en répartition, seront dans une situation où eux aussi, ils pourront, par leur travail, payer les retraites de ceux qui seront à l'époque à la retraite. Il ne faut pas que ceux qui aujourd'hui cotisent se trouvent dans une situation dans 10, 20, 30 ans où lorsqu'ils arriveront à l'âge de la retraite, ils ne puissent pas bénéficier d'une retraite. Alors tout à l'heure vous parliez d'un consensus et c'est vrai que il faut favoriser, malgré les désaccords politiques que nous avons entendus, il faut favoriser les consensus. Il ne faut pas se cacher derrière les décisions prises par les partenaires sociaux. Non. Il faudra trancher un moment aussi. Oui, mais dans le consensus, il y a d'abord le consensus sur le diagnostic. Et le Conseil d'orientation des retraites a rendu un diagnostic. Et personne ne conteste, par exemple, le fait que nous avons à peu près 20 milliards à trouver d'ici 2020. C'est important qu'on soit à peu près d'accord sur le diagnostic. Ensuite, on peut être d'accord aussi sur les différents leviers d'action possibles. C'est-à-dire que le corps, par ses méthodes de travail, par l'ABAC, le fameux ABAC, mais je ne vais pas entrer dans les détails techniques, le corps a donné la liste des leviers sur lesquels on peut agir pour rééquilibrer le système. Ces leviers sont au nombre de 3. Lesquels? Alors, c'est d'une part augmenter les ressources mises à la disposition du système de retraite. Alors les ressources, ça peut être des cotisations, mais ça peut être aussi des transferts fiscaux, ça peut être des transferts venant d'autres régimes. Mais d'abord augmenter les ressources. Deuxième piste. Deuxième piste, c'est atténuer ou faire moins progresser les retraites, c'est-à-dire le montant des dépenses. Et en particulier les retraites par rapport... Oui, c'est les baisser. C'est paupérisé. Oui, Jean-Olivier Hérault. Oui, c'est pas les baisser. C'est pas les baisser. Vous allez nous expliquer que la non-indexation va faire le même revenu. Ça n'est pas vrai. Non, ça ne fait pas le même revenu. Mais c'est en tout cas une évolution plus lente, c'est possible, du système de retraite. Bon. Et troisièmement, c'est faire en sorte que l'âge moyen de départ à la retraite soit décalé. Il n'y a pas d'autre solution que ces trois-là. Et ces trois-là, le corps a fait des analyses, a fait des évaluations, mais c'est naturellement aux politiques. Oui, justement, parlons de la piste qui semble privilégiée par le gouvernement, c'est cette désindexation des pensions pour les retraités. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure pertinente, voire efficace? D'abord, je pense que la décision des retraites, naturellement, elle doit écouter largement le corps sur le diagnostic. Mais pas là, trop il y a pour un le accord reste. sur le diagnostic. Oui. Un accord sur le diagnostic. Oui, c'est toujours ça. Écoutez les partenaires sociaux. Mais c'est une décision, et je le disais en 2010, d'abord politique. C'est le modèle de société. Et c'est une décision à caractère politique. Et cette décision à caractère politique, elle doit, à mon avis, dépasser la simple urgence du moment et des 20 milliards pour construire quel modèle de société nous voulons entre le moment où on est actif et le moment où on est à la retraite. Et c'est ce modèle de société, dans une société où on travaillera plus longtemps, où on partira à la retraite
plus On l'a vu tard. dans notre reportage tout à l'heure C'est de quelque Fabrice chose Pinet, d'important. avec des Ça veut dire retraités qui aussi, voulaient encore nous travailler, l'avons des vu dans les seniors. pays qui ont imaginé Des seniors. un horizon de retraite plus loin, le taux d'emploi au-delà de 55 ans est en général augmenté. Et d'ailleurs, nous avons légèrement progressé. Je le dis parce que ce fut un de mes sujets d'interrogation avec Jean-Louis Borloo. Et au départ, parce que pendant longtemps, nous avons fait des pré-retraites la variable d'ajustement de nos plans sociaux. C'était notre levier. C'est terminé depuis la réforme de 2003. Mais dans les esprits, ça n'était pas terminé. C'est pas terminé. Le système d'allocation chômage des seniors joue exactement ce rôle actuellement des pré-retraites publiques. Donc ce n'est pas vrai. Les pré-retraites, pas publiques mais non privées, mais maintenant, mais elles sont bien pires. Elles sont bien. Là, on l'encourage pas. Justement, elles étaient avant. Avant, il y en avait plus quand même. Avant, elles étaient dans les secteurs particulier. Tandis que là, on l'a généralisé, anonymisé dans un système d'allocation chômage qui est une pré-retraite qui ne dit pas son nom. Faire contribuer les retraités, oui. Première chose que je voudrais dire, c'est que la méthode change. Effectivement, vous l'avez dit, il faut que les partenaires sociaux disent leur point de vue et après, il y a des décisions à prendre. Je crois que c'est important pour trouver un consensus. Laurence Parisot dit ce soir que le gouvernement fuit ses responsabilités et se cache derrière eh bien, le consensus avec les partenaires sociaux. Non, c'est pas vrai, mais on dit que le dialogue social est un outil pour atteindre le consensus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on vit plus longtemps. Donc, on peut travailler plus longtemps. Mais Monsieur Larcher, laissez-moi terminer. Nous ne sommes pas égaux devant l'espérance de vie. Et c'est ça qu'il faut introduire. Monsieur Hérault le disait, on a remplacé les pré-retraites par des espèces de situations pour les seniors qui sont peut-être encore plus dramatiques que ce que c'était jusqu'à présent. Oui, il faut permettre, et les salariés de plus de 55 ans, ils veulent travailler. Aujourd'hui, on ne sait pas les faire travailler. On ne sait pas les faire travailler, on ne sait pas faire rentrer sur le marché du travail les jeunes. Aujourd'hui, l'âge moyen de stabilisation dans l'emploi, c'est 28 ans. Donc, il faut s'occuper de tout ça. Oui, il faut trouver de nouvelles recettes. Oui, il faut essayer de lisser les dépenses. Ça passe aussi par peut-être une cotisation un peu augmentée, des durées... Vous parlez de compétitivité et on augmente les cotisations. Des durées de cotisation. Tout ça est irréel. Mais jusqu'à présent, Monsieur Larcher, rien n'a marché. Mais écoutez, en tous les cas, l'absence de compétitivité conduit à moins d'emplois. Moins d'emplois, c'est moins de cotisations. Et je dois dire que c'est le paramètre sur lequel nous ne pouvons pas jouer. D'autant plus qu'il nous faut sauver les régimes de retraite complémentaires, Agir Carco, qui sont au bord de la faillite. Et donc là-dessus, les partenaires sociaux sont d'ailleurs engagés dans une négociation difficile, qui va nécessiter du courage. Pour les retraités qui nous regardent ce soir, absolument. Est-ce qu'on va les faire contribuer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les faire contribuer? Et est-ce qu'il y a, comme on le dit, autant de retraités aisés réellement, alors qu'on sait que leur niveau de vie, et c'est le corps qui le dit, va diminuer à partir de 2020? Le corps dit deux choses. Il dit d'une part que depuis une vingtaine d'années, il faut constater que le niveau de vie des retraités a évolué parallèlement à celui des actifs. C'est-à-dire que le rapport entre actifs et retraités est quasiment de 1. Et si on considère même que les retraités ne payent moins leur logement, c'est ça, il faut inclure les revenus du patrimoine et du logement. C'est discuté. Si on n'inclut pas le patrimoine, on est à un rapport de 0,85. Mais c'est ce que fait le système de retraite. Donc ça veut dire que le niveau de vie des retraités, surtout depuis les réformes qui ont commencé en 70, qui se sont poursuivies dans les années 80, ont finalement évité cette situation de pauvreté, de misère qui caractérisait les retraités avant 1960. Aujourd'hui, le niveau de vie des retraités évolue à peu près parallèlement à celui des actifs. C'est vrai que dans l'avenir, il est probable qu'en raison en particulier de toute une série de règles qui ont été fixées... Non, mais essentiellement de 1993, la désindexation par rapport au salaire. Les 25 pays dans 30 ans, vous le savez vous-même, vous l'avez fait dans le corps, bien sûr. Le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs, mais c'est essentiel, va diminuer de 25%. Va diminuer, vous le savez, selon les de hypothèses 25%. C'est énorme. Du niveau faire payer les retraités n'est pas sans écueil. Est-ce que les Français y sont prêts? Non, mais je pense que ça, c'est un point essentiel. Vous parliez tout à l'heure de confiance dans le système de retraite. Je pense qu'on a atteint une limite. Je pense qu'on ne peut pas baisser les retraites, d'aller plus loin. On peut le faire de manière très conjoncturelle par rapport à la crise actuelle, de désindexer, mais attention, que ça soit très temporaire.
Si on le faisait de façon permanente, on accentuerait encore la paupérisation des retraités. Et là, effectivement, il y aurait une crise de confiance dans le système. Il pourrait descendre dans la rue, Christian de Mais c'est pas le Montes, problème de est-ce que vous y descendre, êtes prêt c'est surtout les jeunes qui pourraient se désolidariser avec le système. Enfin, le problème, c'est est-ce qu'on croit au système par répartition? Et Et aujourd'hui, un des problèmes de la désindexation, parce qu'il est vrai que depuis 1993, il s'est établi un différentiel. D'autre part, il y a des sujets dont on n'a pas évoqué. Est-ce qu'on peut continuer à avoir un système de retraite avec des régimes spéciaux, 38 régimes différents, et une retraite des fonctionnaires, les fonctionnaires, qui se fait sur les 6 derniers mois, alors qu'il se fait sur les 25 dernières années. Il faut aussi qu'on aborde ce sujet. Nous ne pouvons pas rester dans une situation d'inégalité vis-à-vis des retraites, même si ça touche une clientèle. Est-ce que vous êtes prêt à une réforme ambitieuse, quitte à mettre des gens dans la rue? C'est pas parce qu'on fait une réforme ambitieuse qu'on met les gens dans la rue. Il y aura des résistances. Vous avez les instituteurs en ce moment. On est aujourd'hui sur un système qui ne fonctionne pas. On n'est pas non plus obligé de tout régler dans les 5 ans qui viennent. Et le corps l'a dit. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui... On sait aussi... Oui, le corps l'a dit récemment. On sait aussi qu'il y a une période là dans laquelle on est entré avec un grand nombre de salariés qui prennent leur retraite. C'est les baby-boomers de l'après-guerre qui deviennent les papy-boomers, comme on les appelle. Donc ça, il faut effectivement en tenir compte. C'est-à-dire qu'on a une grande masse, et donc peut-être qu'il faut accepter un peu de déficit sur cette période-là. Et puis, il faut sans doute allonger la durée de cotisation. Mais ne le faisons pas uniformément pour tous les salariés. Nous sommes encore une fois inégaux devant l'espérance de vie. Alors, messieurs, ce sont aujourd'hui les gens qui ont commencé à travailler, les plus jeunes, qui payent les retraites pour les raisons qui ont été évoquées, qui payent les retraites de ceux qui ont commencé à travailler tard et qui en plus font les métiers les plus difficiles. On arrive. Presque. Oui, mais je voulais rappeler la promesse du candidat Hollande. On n'allait pas toucher à tout ça, on allait revenir quasiment à 60 ans. D'ailleurs, une des décisions a été de toucher. Non, mais enfin, là, on est à 9 mois des promesses. Simplement, on avait dit au début du débat que la réforme des retraites, c'est un consensus politique. Et peut-être de trouver un consensus. Le sujet de la retraite, c'est un sujet majeur dans notre société. Et personnellement, je me suis parfois heurté, y compris au précédent gouvernement, sur le dossier des retraites. Je pense que la réforme systémique, la réforme du système, elle est nécessaire. On ne peut pas rester avec 38 régimes. On ne peut pas avoir un régime des salariés du privé totalement différent de la fonction publique. C'est un sujet d'équité et un sujet de société. Merci beaucoup. Il y a 2 sujets qu'il faudra examiner absolument. Le sujet de rétablir l'équilibre du système et le sujet qui consiste à le rendre viable sur le long terme. Bien sûr, et à rassurer enfin les Français parce qu'il y a urgence en lundi. Nous verrons s'il y a consensus politique et nous verrons aussi s'il y a le courage de mener des réformes ambitieuses. Merci. L'âge horizon. Messieurs, la suite du 22h et nous évoquerons dans un instant la situation en Tunisie et les relations avec la France. Avec notre invité dans un instant, c'est l'écrivain et journaliste Samy Gorbal. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité avec le tour de l'info signé Cécile Sixou. Regardez. Un Paris-Lyon à partir de 10 €, c'est désormais possible avec la SNCF qui a lancé aujourd'hui Ouigo, son offre low cost. Nous avons simplement fait une classe unique, il n'y a pas de première classe. Le bar est remplacé par des sièges et nous avons tiré tous nos coûts de production, nous avons réduit nos coûts de production pour pouvoir faire le meilleur prix. En gros, ces prix sont 30% inférieurs aux autres prix. Outre la fin des wagons-bars, l'offre prévoit une limitation des bagages. D'autre part, les trains partiront de Marne-la-Vallée et non de Paris, à destination du Sud-Est. Premier départ le 2 avril prochain. 37 millions d'euros, 8 braqueurs masqués ont tiré le gros lot en raflant hier soir en quelques minutes 120 sacs de diamants prêts à embarquer dans un avion à l'aéroport de Bruxelles, un lieu pourtant ultra protégé. Ce n'est pas le braquage au hasard, c'est bien préparé. Ils ont essayé de se faire passer pour des services de police et ils ont pris la fuite par le même trou par lequel ils sont arrivés. Autre braquage de taille aujourd'hui à Paris sur un stand d'une bijouterie du Printemps Haussmann, montant du butin dérobé 2 à 3 millions d'euros.
Gérard Collomb avait jusque fin mars pour se prononcer, mais il a tranché. À Lyon, la réforme des rythmes scolaires ne s'appliquera qu'en 2014, car selon le sénateur maire de Lyon, il faut du temps pour être efficace. Et pour le moment, le problème financier reste important. À Paris, pas sûr non plus que la réforme soit mise en place cette année. Bertrand Delanoë se laisse le temps de la décision. Un coup dur pour Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, qui table sur 50% des écoliers passés au nouveau rythme scolaire dès septembre 2013. Pour Plantu du Monde, si François Hollande veut remonter dans les sondages, une solution, utiliser la méthode Serge Charnay, celle du père privé d'enfants qui a passé 4 jours au sommet d'une grue. Apparemment, elle est efficace. Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. À 67 ans, l'ancien chef d'État ivoirien est soupçonné d'être co-auteur de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Des violences commises après les élections de 2010-2011, où il avait refusé de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara. L'audience, prévue pour durer 8 jours, doit permettre aux juges de déterminer s'ils ont ou non assez de preuves pour ouvrir un procès contre Laurent Gbagbo. Finalement, Hamadi Djebali, le Premier ministre tunisien, jette l'éponge. Après l'explosion d'une crise politique dans son pays suite à l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd, il s'était donné quelques jours pour former un nouveau gouvernement apolitique. Mais face à la pression de son propre parti, Ennahda, qui veut à tout prix faire partie du nouveau gouvernement, il a échoué. Du coup, ce soir, il démissionne. Et notre invité ce soir, c'est Samy Gorbal. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste auprès du Courrier de l'Atlas et écrivain, avec ce livre notamment Orphelin de Bourguiba et héritier du prophète. Alors, accélération des événements ce soir en Tunisie avec la démission du Premier ministre islamiste Hamadi Djebali, suite donc à l'échec de son projet de formation d'un gouvernement de technocrates. La crise politique s'aggrave. La crise politique s'aggrave. En même temps, ce n'est que l'épilogue provisoire. Puisque aujourd'hui, rien ne nous dit que Hamadi Djebali ne sera pas le prochain Premier ministre, puisqu'il est tout à fait possible que le président Marzouki donc, lui demande de continuer sa mission et de former un nouveau gouvernement. Mais alors du coup, ce sera un gouvernement au contour qui reste encore à définir. En tout cas, dans le discours qu'il a prononcé, je crois, aux alentours de 19h, il n'a pas fermé la porte. Il a dit qu'il ne se déroberait pas à ses responsabilités. Mais en même temps, il a posé un certain nombre de conditions très strictes, très draconiennes, pour la poursuite de sa mission, qui reprennent un petit peu les conditions qu'il avait énoncées le soir de l'assassinat de Chokri Belaïd. Toujours ce gouvernement apolitique ? Non, alors il a dit que c'était l'option qui avait sa préférence et qui conservait sa préférence. Donc d'une certaine manière, il a persisté et signé. Après, il a dit aussi que le gouvernement, quel qu'il soit, devrait pouvoir bénéficier d'une majorité à l'Assemblée constituante. Donc si un certain nombre de partis, notamment le sien, s'opposent à la version d'un gouvernement totalement apolitique et formé uniquement de technocrates, il va être obligé de faire quelques compromis. Mais les deux questions qui sont absolument fondamentales dans cette affaire, c'est les titulaires des ministères de souveraineté. Donc, la justice, l'intérieur, est-ce que Ennahda est prêt à les lâcher, ces ministères clés aujourd'hui ? La justice, l'intérieur et les affaires étrangères. Bon, les affaires étrangères, on peut dire que c'est pratiquement déjà fait. Voilà, toute la négociation est autour de cette question, et notamment autour de la question de l'intérieur, puisque donc sur la justice, semble-t-il, Ennahda serait prêt à lâcher du lest. Et donc ça, c'est la première condition. Il a maintenu cette première condition. Il a expliqué également que le retour à la paix civile et la dissolution de toutes les forces qui ne s'inscrivent pas ou qui ne relèvent pas de la légalité républicaine, c'était une condition pour des élections correctes, libres, transparentes. Et surtout sans violence. On a beaucoup parlé d'une fracture probable au sein de ce parti islamiste. Est-ce qu'il y a, comme on le lit, comme on l'entend, des modérés d'un côté, peut-être, avec Hamadi et Djebali, et puis une frange dure, radicale de ce parti mené par Ranouchi, ou est-ce que finalement, c'est un jeu double ? Il y a deux écoles et il y a des gens qui imaginent que c'est un jeu et quelque part qui font une analogie entre
votre précédent sujet, donc Laurent Gbagbo et Hamadi Jebali, et qui explique que Jebali est en train de rouler tout le monde dans la farine avec l'aval donc de son mentor. Ranouchi. Je pense qu'en réalité les choses sont beaucoup plus compliquées et c'est un petit peu la fonction qui a transformé l'homme. Personne n'aurait parié sur Jebali et sur cette révélation parce qu'aujourd'hui il est en train d'acquérir d'une certaine manière une stature d'homme d'État qu'il n'avait pas forcément au départ. On imaginait que c'était quelqu'un de doctrinaire, pas un idéologue, mais en tout cas quelqu'un de très loyaliste dans la ligne du parti. Mais cet homme, Hamadi Jebali, fait partie de ce parti qui est pointé du doigt par la veuve de Chokri Belaïd. Est-ce que pour vous, parce qu'on rappelle que le point de départ de cette crise politique, c'est cet assassinat, est-ce que c'est un crime d'État? Est-ce que c'est la dérive fascisante bien de l'aile dure du parti, selon vous? Oui, c'est une expression qui a été diversement appréciée en Tunisie. On ne sait pas, il faut attendre. Prononcé par Manuel Valls et qui a, qui a jeté un froid des slogans anti-français dans des manifestations islamistes. Oui. On en parlera tout à l'heure. S'agissant de la responsabilité, elle n'est pas encore établie puisqu'on attend les résultats de l'enquête qui a à peine commencé. Pour que cette enquête se conduise dans de bonnes conditions, il faudrait là encore la neutralité des ministères donc de la justice et de l'intérieur. Crime d'État, on ne peut pas le dire. Je ne pense pas que Jebali ait une quelconque responsabilité dans cette affaire. En revanche, il y a eu tout un climat qui s'est dégradé considérablement en Tunisie depuis des mois et des mois, avec des appels au meurtre, avec des anathèmes, avec une stigmatisation des opposants. Est-ce que ça a changé? Parce qu'on avait qui émanait en grande partie de Narda. Au moment de l'assassinat, on a dit qu'il y aurait un électrochoc, un avant, un après. Est-ce que ces prêches haineux ou appelant à la violence dans les mosquées, est-ce qu'ils sont interdits aujourd'hui? Est-ce que les personnalités de l'opposition sont protégées? Est-ce qu'il y a eu un changement concret? Ils n'ont jamais été autorisés, pourtant ils se produisaient et certainement ils doivent encore se produire. Là, pour l'instant, ils ont effectivement baissé d'un cran, baissé d'un ton. Mais aujourd'hui, l'État ne fonctionne pas. Le gouvernement, il est de facto démissionnaire. Donc c'est très très difficile de restaurer l'autorité de l'État. Et l'initiative de Jebali, justement, elle était intéressante dans la mesure où elle visait à affirmer la prééminence de l'exécutif sur le parti et de faire en sorte que justement ce gouvernement soit à la fois apolitique, au-dessus de la mêlée et essaye d'amener la Tunisie, de créer les conditions pour des élections libres, démocratiques, transparentes et sans violence. C'est-à-dire finalement le SMIC démocratique qu'on avait obtenu le 23 octobre 2011 et qu'aujourd'hui on n'est pas certain d'obtenir pour les prochaines élections. Dernier point qui est extrêmement important dans le discours de Jebali aujourd'hui, il a insisté sur la nécessité pour l'Assemblée constituante de fixer une date crédible pour les élections et de s'y tenir. L'urgence aujourd'hui. Alors on a pu voir lors de manifestations islamistes des slogans anti-français. Quel regard vous portez sur cette réaction, sur ces événements qui ont pu choquer ici en France, surtout dans un pays en Tunisie, considéré comme modéré et qui a peut-être toujours d'excellentes relations avec la France? Choquer, c'était le but, donc le but a été atteint. Sinon, ça ressemble quand même largement à un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où la première manifestation qui avait un agenda très largement anti-français, donc la manifestation du samedi 9 février, si mes souvenirs sont bons, a difficilement réuni 3000 personnes. Et on sait aujourd'hui que la moitié de ces 3000 personnes ont été payées, y compris en biscuits, pour venir manifester. 3000 personnes, c'est rien du tout comparé à la force de mobilisation de Narda et à la véritable marée humaine qui a déferlé sur Tunis la veille pour l'enterrement de Belaïd. Juste une chose par rapport au slogan anti-français, c'est de l'instrumentalisation pure et simple. C'était pour noyer le poisson et ça ne doit absolument pas faire illusion ni détourner les Tunisiens ou les observateurs des réalités et des questions qui se posent et de l'urgence. Des frustrations sociales et des réalités économiques dans ce pays. Merci beaucoup, Absolument. Sami Gorbal. Je précise que vous êtes journaliste auprès du Courrier d'Atlas et écrivain de ce livre Orphelin de Bourguiba et héritier du prophète. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information de cette édition. 7 Français, dont 4 enfants, ont été enlevés dans l'extrême nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. GDF Suez confirme ce soir l'enlèvement d'un de ses collaborateurs. Les otages auraient été transportés en territoire nigérian, mais pas de confirmation ce soir. François Hollande appelle à la vigilance et insiste sur le danger terroriste dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram est pointé du doigt. Voilà pour toutes ces informations. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission Politique Preuve par 3. Belle soirée, à demain avec plaisir.
Valérie Pécresse, secrétaire générale déléguée de l'UMP et ancienne ministre du Budget, est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Les déficits qui se creusent, la croissance en panne, le tableau semble de plus en plus noir pour l'économie française. Mais l'opposition aurait-elle d'autres solutions que la rigueur que vous aviez d'ailleurs enclenchée? On va en parler. Valérie Pécresse, au cours de cette émission, Nadège Puljac de l'agence France Presse, notre partenaire, ainsi que Dailymotion désormais, et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront. On parle d'abord donc de la croissance avec Laurent Fabius, donc, qui se fait une spécialité de briser les tabous, après celui sur l'objectif impossible des 3% de déficit, donc celui sur la croissance de 0,8% inatteignable cette année. C'était un secret de polichinelle, on peut le dire, hein, pour les économistes. Est-ce que la France, qui n'est pas la seule à être en panne, on peut le dire, est confrontée à un problème qui dépasse nos frontières, Valérie Pécresse? D'abord, il faut souligner que c'est le désordre le plus total au gouvernement. C'est le désordre sur la croissance, puisque François Hollande refuse de réviser encore ce soir les chiffres de la croissance et Laurent Fabius annonce 0,2 au lieu de 0,8. C'est le désordre sur les déficits et c'est le désordre sur les impôts, puisqu'on ne sait pas si on va augmenter encore les impôts ou si, comme M. Cahuzac l'avait promis, on ne les augmentera plus à partir de 2013. Alors, on a l'impression d'un Hollande sans cap, d'un Hollande sans boussole, et je dois vous avouer que soit le gouvernement nous cache ses intentions, et c'est grave, soit... pire encore, il est dépassé par les événements, c'est encore plus grave. Alors tout de suite, le Premier ministre vous appelle à la modestie, hein, en raison du bilan que vous avez laissé en termes de croissance, de dette, de chômage, de commerce extérieur. Que répondez-vous au Premier ministre? Je lui réponds qu'il faudrait d'abord qu'il ait un cap, parce que nous avions un cap. Depuis 2010, nous avons pris comme cap, nous étions à 8% de déficit, nous avons pris un cap, la réduction des déficits sans casser la croissance. Et la réduction des déficits sans casser la croissance, ça passait par une politique qui a préservé les investissements et qui a baissé les dépenses de fonctionnement. Préserver les investissements, baisser les dépenses de fonctionnement, c'est le contraire de la politique de François Hollande qui a choisi le tout impôt. Et on voit revenir la gauche laxiste, celle qui augmente les impôts et qui supprime toutes les mesures d'économie du gouvernement Sarkozy. Comment pouvez-vous dire ça alors que les lettres de cadrage sont parties? Vous le savez bien, bien en avance cette année pour les ministres. On leur serre la vis vraiment de tous côtés. Il y a un effort incroyable, considérable même, en matière d'économie. C'est ce que dit le gouvernement. Mais la Cour des comptes vient d'affirmer l'inverse. Vous parlez de 2014. Nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013 avec un budget dont nous savons qu'il n'est plus sincère, puisque la perspective de croissance ne sera pas atteinte, qu'il n'est plus sincère parce que les déficits vont exploser. Pourquoi les déficits vont exploser? Tout simplement parce que toutes les vannes des dépenses sont rouvertes. Monsieur Hollande a supprimé le 1 sur 2. Monsieur Hollande a supprimé... Le départ des fonctionnaires. Pardon, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. La revue générale des politiques publiques. Il a supprimé... Qui a un nouveau nom, mais l'esprit pour l'instant, il l'a supprimé pour 2013, elle n'existe plus. La modernisation de l'action publique. Il en a recréé une, pour l'instant, on n'a aucune mesure concrète. Il a supprimé toutes les mesures d'économie sur le train de vie de l'État que nous avions prises. Il a supprimé la convergence des tarifs à l'hôpital. Il a supprimé la franchise sur l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Et cette aide médicale d'État est en train d'exploser. Elle atteindra 1 milliard. Il a annoncé, 3 milliards de mesures sur la conférence pauvreté, sur le contrat de génération qui ne sont pas financées. La dépense est en train d'exploser. Ah bon, mais on entend le Premier ministre dire qu'il met en œuvre une gestion rigoureuse des finances publiques. Ça n'est pas le père la rigueur pour vous alors? Mais c'est tout le contraire. Et Monsieur Ayrault, en plus, s'approprie l'héritage de Nicolas Sarkozy. Parce que quand il dénonce vos responsabilités que vous n'assumez pas. Monsieur Grossior, en 2012, Monsieur Ayrault se vante d'avoir baissé les dépenses. Mais en 2012, qui a fait voter les baisses de dépenses? C'est mon gouvernement. En partie, comme l'a reconnu pas en partie, en totalité. En totalité des baisses de dépenses, c'est nous, puisque je vous rappelle que la gauche avait voté contre. Elle avait voté contre le jour de carence pour les fonctionnaires. Elle avait voté contre toutes les mesures d'économie. Et aujourd'hui, en 2013, toutes les vannes de la dépense sont rouvertes. Et du coup, nous nous retrouvons avec comme seul outil de réduction des déficits l'impôt.
Alors, concernant cette révision à la baisse de la croissance, donc on va retenir le chiffre évoqué par Laurent Fabius, 0,2-0,3%. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes? Il est crédible ou ça sera moins peut-être. Est-ce que vous êtes encore plus pessimiste que le ministre des Affaires étrangères, vous? On peut dire que le chiffre de 0,2% est totalement crédible, mais ce n'est pas celui du gouvernement. Et si on prend le chiffre de 0,2%, ça veut dire, nous sommes en février, qu'il manque 6 milliards d'euros de recettes. Donc 6 milliards, ça veut 6 dire milliards d'euros de recettes. Il faut trouver 6 milliards de plus. Attendez, il manque 6 milliards de recettes et les dépenses ont déjà dérapé de plus de 3 milliards d'euros. Voilà, donc on est aujourd'hui avec 10 milliards d'euros en manque dans le budget. Le budget 2013 n'est plus sincère, je l'ai dit, il doit être revu et la perspective du retour à l'équilibre en 2017, à laquelle s'accroche M. Ayrault, est aujourd'hui totalement improbable. Même vous n'y croyez pas sur le quinquennat? Mais il faudrait pour cela faire des réformes structurelles. Il faudrait pour cela avoir une vision de la dépense qui ne soit pas seulement un rabot budgétaire, qui soit vraiment en profondeur. Et c'est pour ça que demain, j'organise la convention de mon club d'idées, le Labo des idées, qui proposera un certain nombre de vraies réductions de dépenses. Des réductions de dépenses. Par exemple, la fusion département-région avec la suppression de toutes les actions cofinancées par les deux structures. Aujourd'hui, les régions et les départements agissent ensemble dans le même champ et avec des fonctionnaires. Et tout ça, ça a un coût qu'on a estimé à peu près 18 milliards d'euros. Alors dites-moi, ça c'est sûr que l'empilement des structures administratives françaises, ni la droite ni la gauche n'a osé s'y attaquer jusqu'à présent. Mais c'est faux, Monsieur Grossior. Nous avions fait le conseiller territorial qui était le premier, les prémices d'une fusion du conseiller régional et du conseiller général. Ah bah oui, mais à partir du moment où les collectivités ont les mêmes élus, vous comprenez que c'est beaucoup plus simple pour fusionner ensuite les services administratifs et que tout le frein à la réforme des collectivités locales venait du fait qu'il y avait deux assemblées, une assemblée conseil régional, une assemblée conseil général. La gauche a rétabli ce système, elle a rétabli le millefeuille des collectivités locales. C'est une faute. Vous ne reconnaissez pas le courage de la gauche de s'attaquer à cette situation? Vous estimez qu'il laisse filer la dépense, Valérie Pécresse. Est-ce que vous souhaitez quand même bon courage à celui qui vous a succédé au budget, Jérôme Cahuzac, qui a donc, je le disais tout à l'heure, déjà envoyé les lettres de cadrage au ministre? Les discussions vont être houleuses comme jamais, parce que certains ministres commencent à dire attention, c'est pas possible de mener cette politique d'austérité. Pourquoi les discussions vont être houleuses? Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a aggrave la crise, on entend dire aussi. Mais parce qu'il y a tromperie dès le départ. Il y a tromperie dès le départ. François Hollande leur a fait croire, depuis son élection en mai dernier, qu'on pouvait ne pas faire d'efforts et d'économies. Alors évidemment, les ministres à qui on n'a pas demandé d'économies cette année, on leur dit l'année prochaine il faut faire des économies, ils sont un peu surpris, ils sont pris complètement à rebrousse-poil. Mais j'ajoute que nous avions fait des réformes. Le mot réforme est désormais, le mot réforme est désormais tabou. Mais c'est des réformes qui permettent d'économiser vraiment de l'argent. Là, on va leur faire des coupes budgétaires et on va leur demander de trouver de l'argent. Mais ça ne se trouve pas comme ça. Il faut faire des réformes. Il faut décider, par exemple, qu'on va supprimer telle mission. Nous, par exemple, nous avions décidé d'externaliser tout l'entretien des voitures de l'État, par exemple. Ça s'appelait la Revue Générale des Politiques Publiques. On avait donné toutes les voitures de l'État à gérer à des partenaires privés. Ça, c'est une réforme. C'est une réforme de structure. Vous avez dit que la Cour des comptes, effectivement, avait salué vos efforts d'économie budgétaire, Valérie Pécresse. Mais vous aviez vous aussi augmenté les impôts. On n'a pas la mémoire courte quand on est contribuable. Vous aviez alourdi la barque fiscale. Monsieur Grossior, je le reconnais. Nous avions augmenté les impôts. Mais nous avions augmenté les impôts dans un équilibre entre baisse des dépenses et hausse d'impôts. Là, il n'y a plus d'équilibre. La balance est totalement déséquilibrée. On est dans l'overdose fiscale. Et moi, je le dis au gouvernement. Le gouvernement ne peut plus continuer d'augmenter les impôts. Il ne doit plus avoir recours à l'arme fiscale. Elle est en train de tuer la croissance parce que les ménages ne consomment plus, parce que les entreprises n'investissent plus. Et pire, parce qu'elles sont en train de se délocaliser à l'étranger ou alors de passer au travail au noir. Un commentaire sur François Hollande qui s'est rendu quelques heures en Grèce, à Athènes. Il était beaucoup mieux accueilli qu'Angela Merkel. Vous avez vu, il apprenait là-bas la croissance.
Comment vous recevez ce genre de discours présidentiel? Vous me permettrez de dire que le président de la récession qui prône la croissance en Grèce, pardon, mais c'est un peu ridicule. On n'a pas de leçon à donner aux Grecs en la matière, surtout compte tenu du fait que Hollande a cassé les moteurs de la croissance en France. Un mot sur les avertissements répétés de Didier Migaud, donc le président de la Cour des comptes. Est-ce que vous le voyez comme un lanceur d'alerte éventuellement qui concocte ce qu'il dit en harmonie avec le gouvernement? Je crois que Didier Migaud a une vraie indépendance de pensée. Oui. Quand il dit que le gouvernement ne tiendra pas ses objectifs de déficit, que son discours sur la baisse des dépenses, c'est de la fiction, que l'overdose fiscale est atteinte et qu'il faut s'arrêter, je ne pense pas que ce soit des paroles qui plaisent énormément au gouvernement. D'accord. Et quand il... Mais c'est une vigie, c'est un lanceur d'alerte. Utile, indépendant. Très utile. Très utile, qu'il faut écouter. Et ancien homme de gauche, homme de gauche, Oui. donc ancien député socialiste. Qu'il faut écouter, donc Valérie Pécresse. Et même quand il suggère un débat sur la fiscalisation des allocations familiales, donc. Mais moi, je ne comprends pas Didier Migaud, parce que la veille, il nous dit... Vous ne comprenez plus, là. Non, sur cette question-là, simplement sur cette question-là, parce qu'il dit, la veille, l'overdose fiscale est atteinte, et il dit le lendemain, on peut refiscaliser les allocations familiales. La question de la fiscalisation des allocations familiales... C'est une vieille idée, hein? Oui. Parfois de droite, parfois de gauche. On se souvient de Bruno Le Maire qui l'avait suggéré il n'y a pas si longtemps. Mais dans un autre contexte, dans un contexte beaucoup plus apaisé, où on n'aurait pas fiscalisé les heures supplémentaires, où on n'envisagerait pas une taxe écologique de 6 centimes par litre sur le diesel, où on ne serait pas en train de geler le barème de l'impôt sur le revenu, où on n'aurait pas plafonné les niches fiscales. Mais vous vous rendez compte, on n'aurait pas augmenté les cotisations sociales pour les emplois à domicile. Vous vous rendez compte de l'avalanche de taxes qui s'est abattue sur les classes moyennes 2,5 milliards aujourd'hui de déficit pour la branche famille. Ça, c'est quand même encore un déficit lourd. Oui, mais peut-être qu'il y a à faire, mais un tri dans toutes les prestations familiales. Peut-être qu'aujourd'hui, les 77 prestations familiales qui sont versées mériteraient d'être revisitées, réévaluées au regard de leur impact sur les familles. Vous êtes pour l'universalité, comme l'on dit, des allocations familiales. On les donne à toutes les familles, quel que soit leur niveau de revenu, c'est ça, hein? Je pense, si vous voulez, que augmenter les impôts, c'est toujours la solution de facilité. Donc fiscaliser les allocations familiales, c'est la solution de facilité. C'est beaucoup plus facile que de dire on va réformer la formation professionnelle, par exemple. 32 milliards d'euros, un maquis. Toutes les chambres des comptes, des régionales des comptes, nous disent qu'on ne sait pas quelles sont les formations qui sont utiles. On sait bien qu'on a énormément de métiers en tension pour lesquels il n'existe pas de formation. Donc on a un vrai chantier de la réforme de la formation professionnelle, celui de l'assurance chômage, celui de la réforme de l'hôpital. Tout ça, c'est des sujets que le gouvernement n'aborde pas. Alors, deux petites questions avant d'accueillir Nadège Puljak de l'agence France Presse, et on parlera de l'UMP. À propos des allocations familiales, il y a un sénateur centriste, M. Pozzo di Borgo, qui propose une modulation régionale. Par exemple, il dit que ça coûte beaucoup plus cher d'élever des enfants à Paris. Qu'en pensez-vous ? Là, ce sujet ouvre une boîte de Pandore, parce qu'il n'y a pas seulement les politiques familiales, il y a aussi les aides au logement à ce moment-là, il y a aussi le SMIC qui pourrait être régionalisé. Alors, donc, une idée, je pense qu'on ouvre une boîte de Pandore avec ce sujet, mais qui n'est pas une question dépourvue de sens et de signification. La vérité, c'est qu'on a un niveau de vie qui est beaucoup plus cher en Île-de-France, par exemple, que dans les autres régions. Avec quelles conséquences on peut en tirer dans la redistribution, justement ? La vérité, c'est que les salaires sont aussi plus élevés en Île-de-France. Bon, donc il faut regarder ça d'un peu plus près. Dernière question. Mais il faudrait construire. Le problème, c'est le loyer, qui est le principal budget des familles et qui est beaucoup trop élevé en Île-de-France parce qu'on n'y construit pas assez de logements. Oui. Autre question, à budget constant. Oui, là, on n'ouvre pas le robinet. Le ministère de la Ville a développé un certain nombre de mesures aujourd'hui pour les quartiers, notamment cette offre de 5 000 € pour employer des jeunes issus des cités. Qu'en pensez-vous ? Mais vous savez, moi, c'est une bonne idée ? Il faut des emplois aidés. Les emplois aidés, vous savez, c'est nécessaire, c'est des solutions d'urgence à des situations d'urgence. J'en ai financé, il est normal que le gouvernement en finance. Mais on ne peut pas faire des emplois aidés l'alpha et l'oméga de la politique de l'emploi. 5 000 € pour les garçons des cités et les filles. Quand je vois le président de la région Île-de-France, socialiste, Jean-Paul Huchon, financer les emplois jeunes, les emplois d'avenir, avec de l'argent que lui a donné l'État pour faire de l'apprentissage, eh bien je dis on fait totalement fausse route et que c'est par l'insertion dans l'entreprise qu'on donnera un vrai emploi à la plupart des jeunes.
Allez, on va parler maintenant de l'UMP, Valérie Pécresse, avec donc Nadège Puljac de l'agence France-Presse. L'UMP qui veut donc sanctionner le gouvernement à travers une motion de censure qui devrait être débattue à la mi-mars, ce sera la première du quinquennat. Et elle fait sourire par avance le Premier ministre, Jérôme Rabier. En leader de l'opposition, c'est Jean-François Copé qui montera à la tribune pour porter le fer contre le gouvernement. Le président de l'UMP proposera ce qu'il appelle un véritable Big Bang économique. Jean-Marc Ayrault, lui, se délecte d'avance de cette motion pour s'expliquer sur le bilan de la droite. Au PS, on préfère ironiser. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une big banqueroute avec la gestion de la droite. J'ai plutôt l'impression que la droite veut à nouveau nous proposer une